La guerre des mots fait rage dans les conflits qui ensanglantent la planète. Les états-majors l'ont d'ailleurs bien compris et se saisissent de cette bataille des récits, de ce qu'on appelle parfois les narratifs. Mais quelles sont donc ces armes immatérielles pour intimider l'ennemi ou pour galvaniser des opinions publiques, parfois chauffées à blanc par le flot d'images qui inondent les réseaux sociaux? Avec nous pour en parler, Amélie Ferret, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vos travaux portent en particulier sur l'éthique et le droit de la guerre, sur le conflit israélo-palestinien et la légitimation de la force armée. Vous êtes enseignante à Sciences Po Paris et à Polytechnique et ce livre, le voici, Les mots, armes d'une nouvelle guerre, point d'interrogation, préface de Thomas Gomard. Alors on va commencer par l'actualité. Après le cessez-le-feu à Gaza, l'armée israélienne a lancé mardi une opération militaire à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Alors pourquoi on prend cet exemple avec vous ce soir? C'est parce que Israël dit que c'est une opération antiterroriste. Les groupes palestiniens disent qu'ils résistent à l'occupation et à la colonisation. Est-ce que vous diriez que ce conflit, il est quelque part emblématique de cette bataille des mots et du narratif? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous parlez de Cisjordanie, mais les Israéliens, eux, vont parler de Judée-Samarie. Et en fait, les Pas mots... tous les Israéliens. Le gouvernement, en tout cas israélien, parle de Judée-Samarie dans les dénominations officielles. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les mots, c'est une manière de faire accepter sa réalité. Et de l'imposer. Et de l'imposer, effectivement, aux autres. Et dans le conflit israélo-palestinien, effectivement, tout est une affaire de mots, puisque il y a deux légitimités qui s'affrontent, en fait. Celle des Palestiniens qui revendiquent une terre et celle des Israéliens qui revendiquent également la même terre. Donc, effectivement, est-ce que le terroriste des uns est le combattant de la liberté des autres? Qu'est-ce que nous dit aussi le droit international? Est-ce qu'on est face à Gaza, à une guerre, ou est-ce qu'on est face à un génocide? C'est tout, en fait, c'est cette qualification qui a été débattue depuis 15 mois en Israël, mais aussi dans l'espace médiatique français. J'allais vous dire quels sont les autres mots, les expressions marquantes de ce conflit. Vous venez d'en citer. Il y a aussi guerre de civilisation d'un côté, dans la bouche de Benyamin Netanyahou, de l'autre guerre de libération, guerre d'indépendance. Pourquoi, selon vous, est-ce important de décrypter le poids des mots, des discours? Et est-ce qu'il y a, ces dernières années, une montée en puissance, au fond, de ces armes, comment on pourrait les appeler, immatérielles, au fond? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un fait fondamental qui a changé dans les conflits contemporains. C'est le fait qu'aujourd'hui, sur un conflit, vous avez des capteurs partout. C'est-à-dire que vous avez des téléphones portables avec des gens qui filment ce qui se passe et qui n'ont pas besoin d'intermédiaires pour ensuite retranscrire ou diffuser ces vidéos, mais qui les diffusent directement sur les réseaux sociaux. Et donc, on n'a jamais eu autant de données accessible immédiatement par-delà les frontières sur des conflits. Et quand on voit justement ces vidéos, c'est pas votre raison qui est mobilisée, c'est votre émotion qui est directement mobilisée. D'ailleurs, là, on parlait de la Cisjordanie. Il y a une vidéo qui est terrible à voir, qui vient de sortir, où on voit un enfant en fait, qui est dans une voiture avec son père palestinien et qui est visé par des tirs israéliens et qui filme en fait en direct la mort de son père. Donc ça, évidemment, comme vous l'avez mentionné, ça galvanise les émotions. Ensuite, ce qu'il faut, c'est mettre des mots sur les choses pour les rendre intelligibles et pour cadrer la réaction politique. Et donc, aujourd'hui, on a à la fois les médias qui essayent justement de poser des mots sur des faits. On se souvient dans le conflit israélo-palestinien qu'il y avait eu tout un scandale parce qu'il y avait eu un mémorandum qui avait été donné au New York Times sur les mots employés, enfin les mots à employer pour qualifier ce conflit, qui demandait aux journalistes de ne pas parler de nettoyage ethnique, de ne pas parler de génocide. Quand on fait une étude lexicographique, donc quand on regarde en fait les mots qui sont utilisés pour parler du conflit, on se rend compte que le mot enfant, par exemple, sur 3 mois de couverture médiatique, il apparaît que 2 fois sur un échantillon de plus de 1000 titres, alors qu'on sait qu'il y a des milliers d'enfants gazaouis qui sont morts dans les bombardements israéliens. Et par ailleurs, un dernier point qui est très important à souligner, c'est qu'on a à la fois beaucoup plus de données sur les conflits, mais on a aussi à la fois une montée en puissance des cours de justice, puisqu'on n'a jamais eu autant de cours de justice qui étaient capables de donner leur avis en temps réel sur un conflit et qui étaient par ailleurs capables de ramasser des preuves
sur ce qui se passait dans ces conflits. Et là, c'est là qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a un langage juridique. Par exemple, la notion de génocide, c'est un terme qui est juridique. La notion de crime contre l'humanité, c'est également un terme juridique. Même la notion de ce que c'est un civil est définie et encadrée par des traités, par des conventions. Et ces termes-là, juridiques, donc très précis, en fait, ils sont galvaudés dans le débat public puisqu'ils deviennent simplement des relais d'opinion politique. Et la communication et l'information, vous l'expliquez, sont devenus des domaines d'opération militaire à part entière. Le conflit russo-ukrainien en est une autre grande illustration. C'est d'ailleurs le cœur de votre livre, même si vous travaillez beaucoup sur la question du Proche-Orient. Alors, guerre des récits, guerre cognitive, comment garder la tête froide face à l'arsenalisation de l'information? Je vais vous poser la question, mais d'abord, lorsque la Russie décide d'envoyer ses troupes en Ukraine, le jour de l'invasion, Vladimir Poutine parle d'opération spéciale et non pas de guerre. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il va perdurer pendant assez longtemps dans cette dénomination pour ne pas qualifier cette opération de guerre, puisqu'elle a été pensée vraiment comme une opération très rapide et que dans le narratif russe, justement, c'est une opération qui vise justement à protéger les populations russophones en Ukraine d'un possible risque de génocide, qui est évidemment... Alors que si le président russe avait dit guerre, ça voulait dire agression. Exactement. Alors que s'il avait dit guerre, ça aurait mis à jour les véritables intentions de la Russie, qui étaient de conquérir le territoire ukrainien. Alors, vous prenez beaucoup d'exemples sur la question notamment de l'Ukraine. Vous parlez des relais d'influence, des discours, la guerre des récits, une guerre connectée aussi. Et sur la Crimée, alors c'est bien avant l'invasion, mais vous dites que c'est une guerre hybride. On parle de mots, vous parlez de guerre hybride. Pourquoi et qu'est-ce que c'est ? Alors la guerre hybride, c'est en fait une forme de guerre qui est sous le seuil d'un conflit armé. C'est-à-dire que aujourd'hui, on le voit avec l'Ukraine et on le voit aussi avec Israël-Palestine, la guerre coûte extrêmement cher. Donc c'est très difficile pour les États de soutenir le coût d'une invasion. Et c'est aussi ce que vous avez montré avec votre extrait sur Donald Trump. Donc les États vont avoir recours à des actions sous le seuil ou en fait qui prennent de court les États puisqu'ils ne savent pas comment réagir. C'est-à-dire que quand vous avez des hommes qui se massent à votre frontière, qui n'ont pas d'uniforme et qui sont armés mais qui ne se revendiquent pas comme étant d'un État, du coup, vous ne savez pas exactement comment faire. Et c'est ça tout le défi de la guerre hybride. L'argument d'ailleurs de la Russie, c'était de dire la Crimée nous appartient, cette péninsule. C'est Staline qui l'avait donnée à l'Ukraine. Alors, je parle de Staline. Pourquoi ? Parce que ce que vous dites aussi, c'est que dans le narratif de la Russie, mais on pourrait dire aussi d'ailleurs du côté ukrainien, la Seconde Guerre mondiale est omniprésente. Chacun s'insulte et dit « c'est vous les nazis, c'est vous qui avez commis des crimes de par l'histoire, nous sommes légitimes ». Tout à fait. Mais en fait, ce qui est surtout inquiétant, à mon sens, c'est cette idée que parce qu'on a un jour eu une histoire avec un territoire, c'est-à-dire dans le cas de la Russie, parce qu'on a un jour possédé en fait ce territoire. Avec l'Union soviétique. Exactement. Dans le cas d'Israël-Palestine, c'est pareil, parce qu'on a un jour été sur ce territoire. Dans le cas de Taïwan, c'est la même idée. Ouais. Voilà. Ça nous ouvrirait le droit à une souveraineté, à prendre possession d'un territoire. Or, ça va complètement à l'orthogonale de l'architecture juridique qui a été faite en 1945, qui disait, en fait, ce qui compte, c'est pas qui a un jour été sur quel territoire, ce qui compte, c'est la volonté des peuples, aujourd'hui, au moment présent, sur ce qu'ils veulent. Ça s'appelle le droit à l'autodétermination. Et en fait, tout ce récit historique qui est utilisé en permanence, et on le voit même d'ailleurs avec le Groenland, pour reprendre l'exemple de Trump, il est extrêmement dangereux parce qu'en fait, il vise à confisquer au peuple le droit à s'autodéterminer. Vous parlez d'autodétermination, on pense aussi à l'Algérie. C'est vrai que pendant longtemps, ce n'est pas la guerre d'Algérie, c'était les événements, il me semble, l'événement de maintien de l'ordre, notamment sur l'Algérie. Alors, il y a un terme que vous utilisez aussi et que l'on utilise maintenant beaucoup, c'est OSINT, O-S-I-N-T. La guerre en Ukraine a marqué l'émergence du renseignement en open source. Tout à fait. En fait, c'est ça aussi qui est une grande évolution dans la manière dont on conçoit les conflits, c'est que les médias n'ont plus le monopole de l'information. Donc ce sont soit les gens eux-mêmes qui font des vidéos, et en fait ces vidéos, elles sont analysées
à travers les frontières par des experts qui peuvent être des kidam, donc c'est-à-dire tout à chacun, et qui peuvent s'auto-former. C'est-à-dire que vous pouvez regarder une vidéo, par exemple une imagerie satellite avec des chars en Ukraine, et essayer du coup d'analyser à qui sont ces chars, quel est leur état, est-ce qu'ils peuvent être employés ou pas, qu'est-ce que ça veut dire sur le nombre de chars qu'a déployé la Russie, est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent soutenir l'effort de guerre à long terme ou pas. Et vous pouvez par ailleurs correspondre avec le spécialiste de ce modèle de char qui se trouve à des milliers de kilomètres. Et donc ça change vraiment la manière dont il y a l'intelligence artificielle aussi qui s'invite. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et donc ça change la manière dont on fait du renseignement sur la guerre, mais aussi dont simplement on court-circuite les armées pour évaluer soi-même ce qui se passe sur un terrain. Merci beaucoup Amélie Ferret. Les mots armes d'une nouvelle guerre. Tiens, juste en 10 secondes, pourquoi vous mettez le point d'interrogation? Parce que la question de la nouvelle guerre, non, parce que la question de la nouvelle guerre, c'est un peu une tarte à la crème. C'est-à-dire que la guerre, en fait, elle est en perpétuelle transformation. Ouais, ben voilà, et c'est aux éditions Le Robert, la collection Temps de parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Amélie Ferret.